Bon, ici, supposons. Oui. La condition, je ne t'en trompe pas. La condition d'entrée, dans quelle boucle? La boucle while. C'est ça, donc ça veut dire que c'est juste la boucle while que vous ne comprenez pas. Ok, on va voir ça. C'est ça que je vais faire. Je vais vous montrer comment est-ce que la boucle while fonctionne. Bon, on suppose que nous, on veut afficher 10 fois le mot bonjour en utilisant la boucle while. Supposons, on veut afficher 10 fois le mot bonjour. On veut faire écho 10 fois du mot bonjour. Mais on sait qu'on peut le faire avec do while, on peut le faire avec for. Mais nous, on veut apprendre comment faire avec la boucle while pour bien comprendre comment ça fonctionne. N'est-ce pas? Alors donc, on doit faire 10 itérations. Qu'est-ce qui doit se passer? C'est-à-dire que je peux créer, par exemple, un indice de parcours. Et ensuite, je dis, soit je le mets à 0, soit je le mets à 1. Bon, supposons que je le mets à 1. On est bien d'accord? La boucle while est telle que vous écrivez le mot-clé while et vous précisez là, ou bien les conditions qui doivent être vérifiées afin qu'on puisse rentrer dans la boucle. C'est-à-dire que tant que les conditions ou bien la condition qu'on précise ici n'est pas vérifiée, on ne rentre pas dans la boucle. Chose qui est différente de la boucle do while, parce que la boucle do while, quelles que soient les choses, on rentrera toujours au moins une fois. Mais la boucle while et la boucle for, il faut forcément que les conditions placées soient d'abord remplies. Pour la boucle for, le deuxième paramètre là, si la condition n'est pas remplie, pour la première fois, on ne rentre pas. Pour la boucle while, la condition qu'on précise ici ou bien les conditions qu'on va mettre ici, si ça ne vérifie pas, on ne rentre pas. Je donne un exemple. On veut afficher 10 fois le mot bonjour. On met en place l'indice de parcours qui commence à 1. Donc, on va dire quoi? Quand est-ce qu'on a l'habitude, ou bien du moins le pouvoir d'afficher le bonjour, parce qu'on ne doit pas dépasser 10 bonjours. Donc, on va dire qu'on va afficher le bonjour jusqu'à ce qu'on atteigne 10 fois l'affichage, en sachant que i quitte 1. On est bien d'accord? Donc, je vais dire quoi? Pour rentrer dans la boucle, je vais dire tant que le i, qui est égal à 1 là, tant que c'est plus petit ou bien est égal à 10, par exemple. C'est-à-dire, je dis, tant que i est inférieur ou est égal à 10, ça veut dire quoi concrètement? Là, je dis que i, c'est une information. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a une information dans i. Et je suis en train de dire que à chaque fois que le contenu de i est plus petit ou bien est égal à 10, ça veut dire que cette condition est remplie. Je dis tant que la valeur qui se trouve dans la variable i est plus petit ou bien est égal à 10, la condition là, elle est bonne, je rentre dans la boucle. C'est-à-dire que si cette condition est vérifiée, je rentre dans la boucle. La condition que tu précises dans la parenthèse de la boucle while, si elle est vérifiée, alors tu es dans la boucle. C'est-à-dire que si ce n'est pas vérifié, tu ne rentres pas. T'inquiète pas, tu vas voir ça très rapidement. Si je fais ici écho, je vais dire bonjour et je vais faire BR. Je vais sortir après faire un écho fin. Comme ça. Je vais d'abord faire ça pour que tu puisses comprendre que comme i est égal à 1 et que la condition est vérifiée, on rentre dans la boucle et je vais revenir ici modifier et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, pardon, j'actualise, je fais intro. Ici, on voit que, attention, moi je suis en train de faire une boucle infinie. On a oublié de faire un i++. Sinon, il n'évolue pas. Voilà. Bon. Il faut éviter les boucles infinies. Voilà. Il est où? Intro, tape. Donc ici, on voit bien les bonjours 10 fois. Pour être même sûr, je peux faire juste ici, bonjour, je mets $i. Comme ça, on verra le dernier bonjour aura quelle valeur. Donc ici, on voit bien qu'il affiche le bonjour 10 fois. On est bien d'accord? Pourquoi? Parce que je dis i quitte 1
Et je dis tant que i est inférieur ou égal à 10, ça veut dire que lorsque cette condition est vérifiée, à chaque fois, on rentre dans la boucle. Pour être sûr, je te dis ici, supposons que je mets 11. Donc, supposons que je lui donne une valeur initiale 11. Et je dis la condition tant que i est inférieur ou est égal à 10. J'ai bien expliqué que on rentre dans la boucle tant que lorsque là, ou bien les conditions qu'on précise ici sont vraies. Là, je viens de dire quoi? De changer la valeur de i à 11. Et je dis tant que i est plus petit ou bien est égal à 10, tu peux rentrer dans la boucle. Mais à cet instant-là, est-ce que i est plus petit ou bien est égal à 10? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne rentre pas dans la boucle. Donc, lorsque la condition n'est pas vérifiée à l'avance, on ne rentre pas dans la boucle. Ce qui fait que si j'actualise ici, tu vas voir, il ne rentre pas dans la boucle. Est-ce que tu vois? Il ne rentre pas dans la boucle. Avec la boucle tant que, si vous voulez même, vous n'êtes même pas, si je voulais, je ne suis même pas obligé forcément de mettre une condition comme ça. J'aurais pu mettre par exemple quelque chose comme ça, comme tout, et puis après chercher, c'est comme une boucle qui lui, il ne dépend pas de ce qu'on appelle cette condition-là. Et maintenant après, c'est à moi de dire quand est-ce que je vais sortir de la boucle. Pourquoi? En fait, ce que j'ai fait ici, CTRL Z, ce que j'ai fait ici, on sait que i avance à chaque fois de plus 1. I quitte, par exemple, 1. I quitte plus, i quitte 1, du moins. Après, qu'est-ce qui se passe? Il va afficher 1, bonjour 1. Après, il passe à 2. 2 est inférieur ou est égal à 10. Il affiche bonjour 2. Après, il passe à 3. Il va afficher jusqu'à ce qu'il passe à 10. Il affiche bonjour 10. Tout à l'heure, on a vu qu'il avait affiché les 10 bonjours. C'est bon? Et ensuite, il va passer à 11. Et lorsqu'il passe à 11, ce qui se passe, c'est quoi? Le i n'est plus inférieur ou égal à 10. Raison pour laquelle il sort de la boucle. Pour être sûr, si je sors ici et que j'écris écho i, on verra que la valeur qu'il va afficher, ça va être quoi? Ça va être 11. La valeur qu'il va afficher, ça va être 11. C'est-à-dire ce qui ne remplit plus la condition là. Et regarde bien. Si je fais ça, vois juste en bas ici, la valeur affichée c'est 11. Lorsque i vaut 11, il ne vérifie plus cette condition-là. Jusque-là, est-ce que tu suis? Donc on a dit i quitte 1. On a dit tant que i est plus petit ou bien est égal à 10, affiche. Maintenant, pour ne pas qu'on reste dans une boucle infinie, parce qu'on a dit que i quitte 1, si on ne fait pas avancer i sera toujours inférieur ou est égal à 10. Je dis i quitte 1. Si on ne fait pas avancer i sera toujours inférieur ou est égal à 10. Et raison pour laquelle ici je fais i++ pour qu'on avance de plus 1 jusqu'à ce qu'on affiche 10 fois. Mais sauf que lorsque i est égal à 10, 10 est inférieur ou est égal à 10. Il va toujours rentrer dans la boucle. En d'autres termes, il sortira lorsque cette condition n'est carrément plus vérifiée. C'est-à-dire quelle valeur? Lorsqu'il passe à 11, il verra que 11 n'est plus inférieur ou égal à 10. Raison pour laquelle, à la sortie de la boucle, il ne vaut pas 10, mais il vaut 11. Jusque-là. Oui, vas-y, pose la question. Oui, ici, j'ai initialisé i. Non, pas à chaque fois. Ça dépend de chaque contexte. Moi, je vais afficher bonjour 10 fois. Voilà, si on met ici i, commençons à 0. Exactement. J'allais mettre ici i strictement inférieur à 10, c'est-à-dire de 0 à 9. On est bien d'accord? Parce que si tu quittes de 0 jusqu'à 10, ça fait 11. Donc, si tu quittes de 0, tu vas aller jusqu'à 9. Par exemple, inférieur ou égal à 9, ou bien strictement inférieur à 10. Mais tout à l'heure, c'est parce que je quittais 1 que je disais que je dois aller jusqu'à atteindre 10. Le problème, c'est de savoir juste combien de fois tu veux rentrer dans la boucle. Mais la boucle tant que ce n'est pas forcément de faire une répétition plusieurs fois. Par exemple, avec la boucle tant que, on peut faire un certain nombre de choses. Par exemple, je veux afficher des nombres jusqu'à ainsi de suite. Par exemple, je vais dire quoi? Je vais afficher par exemple les 5 premiers nombres pairs. Supposons, je vais afficher les 5 premiers nombres pairs. On sait que le premier nombre pair, c'est quoi? C'est 2, n'est-ce pas?
Alors donc, regarde très bien. Ce que je vais faire, c'est que si je viens ici, je mets $CPT est égal à 0. Le CPT, ça va être un compteur qui me permet de savoir si j'ai affiché 5 nombres pairs. Donc, chaque nombre pair que j'affiche, je le compte. Ça, c'est le rôle du CPT. Donc, je vais dire quoi ici? Tant que CPT est comment en fonction de 5, moi, je vais afficher 5 nombres pairs. On est bien d'accord? Je veux 5 nombres pairs. Donc, quand je rentre dans la boucle, je dois afficher des nombres pairs jusqu'à ce que le compteur soit comment? En fonction de 5. Donc, attention, tant que CPT est égal à 5, c'est comme si CPT était à 5. Tant que CPT est inférieur, est-ce que si c'est inférieur ou est égal, c'est toujours vrai? Parce que si c'est inférieur ou est égal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque CPT est égal à 1, c'est inférieur ou est égal. Ça fait un nombre pair. Lorsque CPT est égal à 2, c'est inférieur ou est égal. On rentre. CPT, ça fait 2 fois qu'on a affiché. CPT passe à 3. Lorsque ça passe à 3, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'on va encore rentrer dans la boucle. Parce que si on dit tant que c'est inférieur ou est égal, c'est ça. À 3, 3 c'est inférieur ou est égal. Ça veut dire qu'on rentre encore pour chercher un autre nombre pair. On va trouver 4. Et on a affiché 4 nombres pairs. Il va dire que c'est toujours inférieur ou est égal à 5. Si on rentre, on va afficher le cinquième. CPT vaut 5. Il va dire 5 est inférieur ou est égal à 5. La condition est toujours vraie. Ce qui veut dire qu'on rentre encore pour afficher un sixième. Bon, regardez très bien vous-même. Si je mets ici inférieur ou est égal à 5, tant que CPT est inférieur ou est égal à 5, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de simple. On va mettre ici I est égal à 2. Et ensuite, on fait I est égal I plus 2. Et ici, je fais $CPT plus plus. Si je fais ça, oui, je fais d'abord $echo $I et je fais un BR. Alors, regardez bien. On a combien de nombres qui sont affichés? On a 6 nombres pairs. On est bien d'accord? Donc, lorsque vous dites tant que c'est inférieur ou est égal, c'est ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'il va rentrer, CPT vaut 0. 0 est inférieur ou est égal, raison pour laquelle il rentre dans la boucle. Qu'est-ce qui se passe? Il va afficher le premier nombre pair et CPT avance de plus 1. Après, 1, le compteur qui vaut 1 n'est pas encore à 5. Qu'est-ce qui se passe là? Il va rentrer dans la boucle, il va afficher, le compteur passe à 2. Après, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans la boucle, il va afficher le compteur vaut 3. Après, il rentre, le compteur vaut 4. Après, le compteur vaut 5. Mais même lorsque le compteur vaut 5, il trouvera que 5 est inférieur ou est égal à 5. La condition elle est vraie. Il rentre encore dans la boucle. Et donc, il va chercher un sixième. Est-ce que vous voyez? Donc, pour afficher 5 éléments, si on quitte de 0, alors on va dire strictement inférieur à 5. Parce que si on touche 5, ça veut dire qu'on a déjà trouvé ce que nous on veut. Si CPT atteint 5 là, ça veut dire qu'on a déjà le nombre d'informations qu'on veut. Ce qui fait que là, on va dire, tant que c'est strictement inférieur à 5, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé 5 éléments. Est-ce que cela veut dire? Tant que c'est inférieur à 5, ça veut dire que nous, on n'a pas trouvé encore 5 éléments. Mais si on trouve déjà 5 éléments, on ne va pas encore rechercher un autre élément. Et ici, on a bien les 5 informations qui se trouvent là. Donc, voici comment est-ce qu'on pouvait faire pour chercher on avait dit quoi? On avait dit les 5 premiers nombres pairs. Voilà. Maintenant, si on vous demandait de chercher les n premiers nombres premiers. Bon, ça, vous avez déjà fait ça, non? Voilà. Donc, c'est toujours les mêmes principes. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce qu'on appelle avec la boucle tant que. C'est-à-dire que ici, on sortira lorsque cette condition n'est plus remplie. On est d'accord? On sort de la boucle lorsque la condition n'est pas remplie. N'est plus du moins. Mais avec les boucles tant que ce n'est pas toujours comme ça qu'on peut faire des choses.
Par exemple, je veux afficher tous les nombres, je vais afficher tous les nombres, je vais dire tous les nombres pairs compris entre 1, et 10. Je peux faire comme ça. Voilà. Je vais afficher tous les nombres pairs compris entre 1 et 10. Maintenant, le problème, c'est que si je mets ça comme ça, ici, il n'y a pas une condition de sortie. Ou du moins, si vous ne savez pas à quel moment on peut quitter la boucle. Parce que si je mets true là, en sachant que lorsqu'on met une condition dans une boucle, ou bien dans un if là, lorsqu'il évalue les conditions, il va retourner vrai ou faux. En fait, je ramène ce qu'on disait tout à l'heure là, et puis je reviens ici, vite fait. Quand je mettais par exemple CPT inférieur à 5 là, on est bien d'accord? Si CPT vaut 0, 0, est-ce que c'est inférieur à 5? On est bien d'accord. Vous êtes d'accord, non? 0, c'est inférieur à 5. Et donc, lui, il ne comprend pas 0 inférieur à 5. Quand 0 est inférieur à 5, il retourne un booléen vrai. En général, là, quand on dit, ou du moins, la boucle while, là, entre parenthèses, là, il reçoit soit vrai, soit faux, en fonction de ce qu'on lui passe en paramètre. Donc, si la condition est vraie, ou du moins est remplie, il retourne quelque chose qui est réel, qui est vrai. Et si c'est faux, il retourne quelque chose qui est false. En d'autres termes, on rentre dans les boucles ou bien dans les conditions lorsque ce qui a été évalué retourne ce qu'on appelle un true, c'est-à-dire vrai, un booléen vrai. Et donc, si je fais une boucle comme ça, while true, ça veut dire que tant que c'est vrai, tant que c'est vrai, et tant que c'est vrai, ça veut dire qu'on rentre dans la boucle. On rentre dans la boucle. Et maintenant, si je dis tant que c'est vrai, regardez bien, vous avez la possibilité de faire arrêter une boucle à un moment donné, quand vous voulez. Dans la boucle, vous pouvez dire une instruction qui permet d'arrêter une boucle. Et l'instruction, c'est quoi? Supposons que je vais m'arrêter lorsque i vaut 12. Donc, si i est égal à 12, je peux préciser quelque chose qui me permet tout simplement de sortir de la boucle. Et l'instruction là, ça s'appelle break. Donc, l'instruction break, ça permet de pouvoir arrêter tout simplement l'exécution d'une structure itérative, quelle que soit la structure. Lorsque vous mettez break à un instant, ce break-là sort de la boucle. C'est-à-dire force l'arrêt de la boucle. Regardez bien, si je fais ça et que je viens, j'actualise, il m'affiche 2, 4, 6, 8, 10. Pourquoi il m'affiche 12? Parce que j'ai mis la condition juste après avoir fait le écho. On est bien d'accord, ce qui fait que lorsque ça passe à 12, il va d'abord afficher 12 avant d'évaluer la valeur de i, qui vaut 12 là. On est bien d'accord, si je ne voulais pas afficher par exemple 12, je vais dire quoi? Je vais mettre tout simplement le écho juste en bas. En sorte que lorsque i vaut 2, il va vérifier est-ce que c'est 12? Non, il affiche. Il passe à 4. Il vérifie est-ce que 4 vaut 12? Non, il affiche. 6, 8, 10, il affiche. Il passe à 12. Et lorsqu'il passe à 12, la première des choses toujours, il évalue la valeur de i. Et lorsqu'il vaut 12, il sort de la boucle et donc il n'affichera pas le 12 là. Si je fais ça, vous voyez que là, il sort de la boucle avant d'avoir affiché la valeur 12. Et donc, on peut arrêter l'exécution d'une structure comme ça, d'une structure itérative, je dis bien. Le break, ce n'est pas pour arrêter ce qu'on appelle un if, mais c'est pour arrêter ce qu'on appelle l'exécution d'une structure itérative. Je donne un exemple. Supposons qu'on lui demande par exemple de saisir des valeurs. Et on dit, on saisit des valeurs jusqu'à ce qu'on saisit 0 ou bien on saisit moins 1. Bon, vous pouvez le faire avec la boucle do while. Mais vous pouvez aussi le faire avec la boucle tant que. Et lorsque vous voulez faire avec la boucle tant que, bon, supposons que nous, on va générer. Ça va être plus simple ici. Supposons que je vais générer des valeurs comprises entre moins. Je vais générer des valeurs comprises entre moins 1 et 5. Et je veux que lorsqu'on génère moins 1, c'est-à-dire comme si on saisit moins 1, ça veut dire qu'on arrête tout simplement la génération des valeurs. C'est comme chez vous, on l'en ici, si on saisit moins 1, on arrête la saisie. C'est bon? Regardez très bien ce qui va se passer. Je vais dire $K est égal, et je mets rang.
On sait que la fonction rond permet de générer des valeurs, n'est-ce pas? Et je vais faire quoi? Echo $K. Je peux faire BR. Maintenant, j'ai dit, on va générer les valeurs jusqu'à ce qu'on génère -1. On génère des valeurs jusqu'à ce qu'on génère -1. Il faut savoir que lorsque je fais while true, ça veut dire que je vais toujours entrer dans cette boucle. C'est comme si c'était un do while. While true, ça veut dire comme si c'était un do while. On va au minimum rentrer dans la condition. On est bien d'accord? Mais sauf qu'avec le while true, vous allez sortir manuellement. C'est-à-dire que vous allez préciser quand est-ce que vous allez sortir. Sinon, vous n'allez jamais sortir. Parce que c'est ça qu'on appelle while true. Vous devez préciser là-bas quand est-ce qu'on doit quitter la boucle. Maintenant, je dis ici, si je vais sortir, je dois tout simplement vérifier si on a déjà généré une valeur -1. Si c'est -1 qui a été généré, je fais break. Et on va voir qu'est-ce que lui, il va nous générer ici. Et je reviens ici, vous allez voir. Si je fais ça, voici, il me génère 3. Il me génère 3 et il me génère -1. Et à partir du moment où il génère -1, il arrête tout simplement la génération des valeurs. J'actualise, il me génère énormément de valeurs. 5, 4, à chaque fois qu'il génère une valeur qui ne vaut pas -1, il génère encore à nouveau. C'est comme si on demande de saisir jusqu'à ce qu'on saisit -1. Donc lorsqu'il saisit quelque chose qui est différent de -1, il saisit encore. Il saisit encore et vous allez voir la valeur finale, ça va être -1. Donc dès qu'on a le -1, ça veut dire que c'est comme si on demandait de quitter la boucle. On demandait de quitter la boucle. Donc, avec la boucle while, on peut faire énormément de choses. Soit vous précisez une condition qui doit être vérifiée pour qu'on puisse rentrer dans la boucle. Et cette condition, si ce n'est plus rempli, c'est là qu'on sort de la boucle. Si ce n'est pas rempli pour la première fois, on ne rentre pas dans la boucle. Ou bien vous précisez ce qu'on appelle le truc. Le truc, ça veut dire que tu vas forcément, obligatoirement rentrer dans la condition, mais sauf que tu dois préciser là-bas quand est-ce qu'on doit quitter la boucle. Comme ici, je précise, lorsque la valeur de K vaut -1, c'est là que je sors de la boucle. J'aurais pu changer en disant, lorsque ça vaut 0, tu sors de la boucle. Ce qui fait que là, il va générer des valeurs et lorsqu'il génère 0, c'est là que je quitte la boucle. C'est bon? Et donc la boucle, tant que ce n'est pas forcément aussi une boucle aussi compliquée que ça. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. La condition qu'on pose là-bas. Oui, maintenant j'ai dit qu'il y a plusieurs manières d'utiliser tant que tout à l'heure j'ai précisé une condition. Comme par exemple, je dis compteur inférieur ou égal à 5. On est bien d'accord? C'est-à-dire quoi? Si je venais à faire i est égal à 1 et que je dis $i inférieur à 5, voilà, comme ça. C'est une condition, n'est-ce pas? Et cette condition, si c'est vrai, on rentre dans la boucle. En fait, lorsqu'il évalue cette condition, il va vérifier est-ce que ce qui se trouve là est plus petit que 5. Si oui, il retourne vrai. Et c'est là qu'on rentre dans la boucle. Est-ce que tu vois? Cette condition est forcément vérifiée avant qu'on ne rentre. Si ce n'est pas vérifié, on ne rentre pas. Raison pour laquelle, si je dis i est égal à 5, on ne rentre pas dans cette boucle tant que. Pourquoi? Parce que 5 n'est pas inférieur à 5. Et donc, du coup, on ne peut pas rentrer dans la boucle. Si j'affiche ici, bon, tu verras que là, il ne va pas rentrer dans la boucle. Je fais ici. Si je fais ça et que j'actualise, tu vas voir que la boucle là, on ne rentre pas dans la boucle. Mais regarde bien, si je venais à faire ici 4, si je fais 4, on va voir que 4 est strictement inférieur. Et comme 4 est strictement inférieur, il va rentrer dans la boucle. Et lorsqu'il rentre dans la boucle, il va afficher, il va avancer à 1. 2 plus 1 du moins, ça va faire 5. Ce qui veut dire que le mot bon sera affiché combien de fois? Exactement. Regarde bien. Il rentre, il affiche une seule fois le bon. C'est bon? Donc, si la condition n'est pas vérifiée, il ne rentre pas. Mais maintenant, lorsqu'il rentre, il sort lorsque la condition n'est plus vérifiée. 4
était strictement inférieur à 5, la condition est vérifiée. On est rentré. Et comme on est rentré, après on a fait I++. Donc le 4 passe à 5. Et il vérifie encore. Est-ce que 5 est inférieur à 5? La condition n'est plus vérifiée. C'est là maintenant qu'on sort. Est-ce que tu vois? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, vas-y. Oui. Hmm. D'afficher un entier positif, c'est-à-dire. En fait, on a demandé de saisir des valeurs. Contrôler la saisie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'utilise pas la boucle while pour contrôler la saisie. Bon, en général, ce qui est adapté pour ce qu'on appelle le contrôle de saisie, c'est la boucle do while. Il y a une différence entre do, while et while. Attention, while, ça veut dire tant que. Et ce tant que là, bonjour. Oui, ça va demain. C'est pour la liste des absences. Il n'y a pas de souci. Tu peux prendre ça. Oui, donne une feuille. Isaac n'est pas là. Abandonné. Ah bon? Ok, il n'y a pas de souci après. Bon, après on va discuter de ça. Revenons ici d'abord, suivez d'abord. Donc, je disais, la boucle tant que, comme ça, while, ça veut dire tant que. Il faut le prendre dans le sens littéraire en français. En français. Il faut bien comprendre ça en français. On est en train de dire tant que ça est inférieur à ça, fais ceci. Tant que la condition est vraie, fais ce qui se trouve là. La boucle tant que, while, simple. Ça veut dire quoi? Tant que les conditions qu'on a précisées là sont vraies, c'est là qu'on rentre dans la boucle. C'est bon? Tant que ces conditions précisées sont vraies, c'est là qu'on rentre dans la boucle. Contrairement à la boucle dite do while. Parce que la boucle tant que, on vérifie d'abord la condition, ensuite on rentre. Tant que simple, on vérifie d'abord la condition. Tant que la condition ou bien les conditions sont vraies, on rentre. Par rapport à la boucle do while, suivez très bien. Quand on met do, déjà la structure de la boucle, on voit que la condition ne vient pas avant. Il y a d'abord do. Un programme s'exécute toujours de haut en bas. Quand on avait tant que là-bas, parenthèse et puis crochet, le temps que venait avant le crochet et ce qui se trouvait dans le crochet. Mais ici, on a do while déjà. Première chose qu'on remarque, c'est que lorsqu'on vient, le programme s'exécute de haut en bas. Et lorsqu'il vient, il trouve do. Il ne trouve pas de condition. Il va forcément d'abord rentrer, exécuter ces lignes avant de venir et évaluer dans le temps que. Mais littéralement en français, ça veut dire faire tant que. Il y a une différence entre tant que et puis faire tant que. Par exemple, je dis tant que on est au samedi, qu'est-ce qui se passe? On va faire cours. Maintenant, si je dis faire le cours tant que c'est samedi, il y a une différence, n'est-ce pas? Tu vas bien comprendre ça rapidement ici. Regarde. Quand je dis faire le cours ici, bon, c'est vrai, en français, genre simple, tu peux pas forcément comprendre ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque je dis faire, c'est d'abord ça là qui va d'abord se passer avant le temps que. Donc, quand on dit faire, on fait d'abord ce qui se trouve ici avant le temps que. Et donc, je fais par exemple le i qui était à 5 là, je le ramène. Tout à l'heure, on a vu que si je mettais i est égal à 5 et je disais tant que i inférieur à 5, voilà, il n'allait pas rentrer dans la boucle. Je fais écho. Écho, $i, et je peux faire BR. Et je vais faire ici i++.
On est bien d'accord? Déjà, pour te montrer que la boucle là s'exécute toujours au moins une fois, tu vas voir que là, lorsqu'il va venir ici, 5, c'est vrai que 5 n'est pas strictement inférieur à 5, mais tu vas voir qu'il va au moins rentrer une fois ici, dans cette boucle-là. Donc, si j'actualise, tu vois, il affiche 5. Il n'affiche pas la prochaine valeur parce qu'on a dit faire ou bien rentre dans la boucle tant que i est inférieur ou est égal à 5. On est bien d'accord? Ok. Dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu dois, par exemple, contrôler la saisie d'une valeur, et tu dois contrôler en ce que la valeur saisie respecte un certain nombre de choses. En algo, vous allez dire, par exemple, si je veux un nombre positif, un nombre qui est supérieur à 0, je vais dire répéter jusqu'à ce que ça soit plus grand. On est bien d'accord? Je répète jusqu'à ce que ça soit plus grand. Mais avec la boucle faire tant que, tu vas dire faire. Faire, c'est comme si tu répètes la saisie et tu vas dire répéter tant que quoi? Tu répètes la saisie. Quand est-ce que tu répètes la saisie? Tant que l'information est plus petite. Parce qu'ici, on n'a pas dit jusqu'à. La différence, c'est ça. Faire tant que est différent de répéter jusqu'à. Si on répète jusqu'à ce qu'on trouve une solution qu'on attend. On répète jusqu'à ce que ça soit positif. Si on fait tant que, on fait quoi? Tant que. On fait la saisie à nouveau tant que l'information n'est pas positive. On fait la saisie ou bien on répète la saisie avec la boucle faire tant que. On répète la saisie tant que l'information n'est pas ce qu'on veut. Bon, supposons que nous, on va dire, on va faire répéter la saisie jusqu'à ce que la génération, jusqu'à ce qu'on génère une valeur positive. Ici, on va faire $i est égal rang égal. Je vais mettre de moins 5 à 5. C'est comme si tu saisis une information. C'est bon? Et donc, on va dire, tant que c'est inférieur. Attends, je répète. Je vais dire, fais ou bien répète la saisie. On est bien d'accord? Quand est-ce que tu répètes la saisie ou bien tu fais la saisie à nouveau? Lorsque ce qui a été saisi est inférieur ou est égal à 0. Si c'est inférieur ou est égal à 0, ça veut dire que c'est vrai. Donc, tu restes dans la boucle. Tant que c'est inférieur ou est égal à 0, c'est vrai, tu restes dans la boucle. Ce qui fait que là, pas encore. Mais après, tu peux repasser, s'il te plaît. Ok, super. Donc, je vais actualiser. Voilà. Lorsqu'il génère moins 5, il ne sort pas de la boucle. Lorsqu'il génère moins 2, il ne sort pas de la boucle. Mais quand il génère quelque chose de positif, il sort de la boucle. Parce que j'ai dit quoi? Quand tu viens, tu vas forcément rentrer pour une première fois. Et le piège, c'est que tu ne vas pas sortir. Tu vas sortir que lorsque tu vas respecter cela. Donc, c'est comme une porte. Tu viens, tu ouvres directement, tu rentres. Mais tu n'auras pas forcément directement la possibilité de sortir. Tu sortiras lorsque ce qu'on a précisé ici, là. Ici, on a dit tant que c'est inférieur ou est égal à 0. Tant que c'est inférieur ou est égal à 0, ça veut dire que tu ne sors pas. Mais non, si ce n'est pas inférieur ou est égal à 0, c'est là seulement que tu sors. Donc, faites tout simplement la différence. Lorsque vous voulez faire un contrôle, essayez de le faire en algo, comme par exemple, répéter jusqu'à. La condition que vous allez trouver dans le jusqu'à là, vous faites tout simplement ici l'inverse. C'est tout simplement l'inverse. Parce que nous, on fait tant que ce n'est pas vrai. On répète la saisie tant que la saisie n'est pas correcte. On répète la saisie tant que la saisie n'est pas correcte. En algo, on répète jusqu'à ce que la saisie soit correcte. C'est bon? C'est ça la différence entre la boucle do while et la boucle répétée. Et donc ici, comme ce n'est pas seulement tant que, et comme je l'ai dit, on va d'abord rentrer au moins une première fois avant de venir tester le tant que, chose qui est différente de la boucle tant que simple. Est-ce que c'est bon? Parfait. Maintenant, on va passer à quelque chose un peu plus sérieux. Et c'est ce que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé un chapitre sur ce qu'on appelle les tableaux. Vous avez lu, ce n'est pas quelque chose de compliqué.
Les tableaux, c'est quoi? Suivez très bien pour l'instant. Si vous n'avez pas appris les tableaux, si on vous demande par exemple de saisir 1000 informations, d'afficher, de faire des traitements, des calculs, ainsi de suite, vous êtes obligé de rester dans la boucle de la saisie ou bien de saisie pour faire tous les traitements. Pourquoi? Parce que si vous sortez de la boucle, vous allez perdre toutes les informations. Est-ce qu'on vous a dit en langue C? On est bien d'accord? Si vous voulez saisir 10 informations et manipuler les 10 informations, vous allez toujours rester dans la boucle de saisie, manipuler toutes les informations. Parce que si vous sortez, vous n'aurez tout simplement que la dernière information. On est bien d'accord? Et maintenant, avec les tableaux, ce n'est plus comme ça. Avec les tableaux, on va créer ce qu'on appelle des variables qui vont avoir plusieurs cellules. Et nous, on peut manipuler le tableau comment? En remplissant tout simplement les cellules, en sorte que aucune information ne chevauche du moins l'autre. Une information ne vient pas supprimer une autre information. Parce que lorsque vous avez une simple variable, vous ajoutez ou bien vous saisissez. Si vous ressaisissez à l'intérieur, la nouvelle saisie supprime l'ancienne saisie. Mais avec les tableaux, lorsqu'on remplit, on saisit à des endroits différents. Ce qui fait que aucune information n'est perdue. Du moins, pendant que le programme est en train de s'exécuter. Parce que si vous fermez le programme, après, toutes les informations vont perdre. Les informations ne sont pas sauvegardées directement sur le disque. Plus tard, vous verrez ce qu'on appelle des fichiers, des bases de données. Ce sont des choses qui seront des sauvegardes permanentes. Mais les tableaux, c'est des sauvegardes, mais un peu temporaires. Mais chaque information se retrouve dans un endroit bien spécifique. Mais vous connaissez ce que c'est que des tableaux. Les tableaux, c'est quoi? Ce sont des choses que vous avez déjà vues une fois dans votre vie. Ici, je l'ai tracé comme ça. C'est bon? Bon, supposons que ça, c'est ce qu'on appelle un tableau. Ben, un tableau n'est pas forcément quelque chose avec plusieurs lignes. Ici, on va commencer par ce qu'on appelle un tableau unidimensionnel. Un tableau unidimensionnel, c'est-à-dire un tableau qui s'écrit sur une seule ligne. Une seule ligne, mais plusieurs colonnes. Là, c'est une matrice de données. Il y a plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Mais on prend juste la première ligne là, 3 et 2. C'est ce qu'on appelle un tableau. On a plusieurs cellules sur une ligne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que, maintenant, qui est-ce qui remplace le responsable? Je vais avoir un marqueur. Oui. Parfait. Donc, si on suppose que tu es bien, dis-moi un tableau. Voilà. Un tableau, c'est aussi une variable. On est bien d'accord? C'est une variable qui sera un tableau. Et c'est ce qu'on appelle un tableau. Un tableau unidimensionnel. Un tableau, tout simplement, écrit sur une seule ligne, à une dimension. En programmation, lorsque vous mettez en place un tableau statique, parce qu'il y a ce qu'on appelle des tableaux dynamiques. Lorsque vous mettez en place ce qu'on appelle des tableaux statiques, par défaut, vous allez avoir ce qu'on appelle des numéros associés à chaque cellule. Ces numéros vont nous permettre de manipuler les contenus du tableau. Regardez très bien. Lorsque vous créez un tableau, par exemple de 4 éléments, ici, n est égal à 4. 4, ça veut dire le nombre d'éléments est égal à 4, ou bien le nombre de cellules est égal à 4. Et quand le nombre de cellules est égal à 4, voici comment est-ce que les cellules seront numérotées. La première cellule du tableau sera toujours numérotée par 0. La deuxième cellule par 1, troisième par 2, quatrième par 3. En d'autres termes, les numéros sont successifs. Et ici, en sachant que le premier commence par 0. Les numéros des cellules sont successifs. La première cellule est numérotée par 0. Ça ne change pas. Bon, en algo, ça va être 1. Mais ici, en C ou bien en PHP, la première cellule sera numérotée par 0. Et comme c'est numéroté par 0 et que les numéros sont successifs, plus tard, on pourra utiliser une boucle pour remplir. On peut quitter de 0 jusqu'à 3. 0 plus 1. 1 plus 1, 2, 2 plus 1. Donc, on peut faire une boucle qui part après
Et je vais vous expliquer pourquoi on fera un boucle. Et donc, en sachant toutes ces choses-là, on pourra faire quelque chose de très simple. Si par exemple le nombre de cellules est égal à 4, on sait qu'il n'y a pas une information qui se retrouvera à la position 4. Si le nombre de cellules c'est 4, ça veut dire qu'on va aller jusqu'à n-1. n-1 nous donne la position du dernier élément. La position du premier élément, ça ne change pas. C'est 0. En fait, 1 n'est pas la position du premier élément. 1, c'est la position du deuxième élément. Le premier élément, ou bien la première cellule, sera numérotée par le numéro 0. Et si on prenait le nombre d'éléments, donc, pour avoir le dernier élément, on va avoir le dernier élément à la position, le nombre d'éléments moins 1. On est bien d'accord, comme vous voyez ici. La dernière cellule sera numérotée non par 4, mais par 3. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Mais manipuler un tableau, c'est faire ça, passer par le nom du tableau et le numéro de la cellule. Quand on vous dit par exemple de saisir dans un tableau, vous allez saisir en réalité des informations de chaque cellule. C'est-à-dire que vous allez ajouter une information ici, ensuite vous allez ajouter une information ici, ensuite vous allez ajouter ici, ensuite vous allez ajouter ici. Quand on vous demande d'afficher un tableau, vous allez afficher ce qui se trouve là, vous allez afficher ce qui se trouve ici, vous allez afficher ici, vous allez afficher ici. Donc vous allez manipuler une à une les informations. Maintenant, pour accéder à une information, vous êtes obligé de passer par le nom de la variable et de préciser le numéro de la cellule de l'information. Comme par exemple ici, si je vais atteindre 1, en PHP, je mettrai le nom du tableau, tab, et comment je vais mettre crochet d'abord. Et ensuite, je mets la position entre crochets. Pour les tableaux, vous allez mettre le nom du tableau et mettre le crochet et vous allez mettre la position, c'est-à-dire le numéro de la cellule. Si je fais ça, ça me donne une information. Ça me donne 1. On est bien d'accord? Ce qui se trouve ici, c'est le numéro de la cellule. Donc, en passant par le nom du tableau et le numéro de la cellule, on peut récupérer une information à une cellule spécifique. Et donc, que ce soit dans le remplissage ou bien dans l'affichage du tableau, on fera comme ça. On passera par le nom du tableau et le numéro de cellule. Si je fais par exemple $0, qu'est-ce que je verrai à l'écran? Je verrai 4. Si je mets par exemple comme ça, je ferai quoi à l'écran? Bien du tout. On y est d'accord? C'est normal. Parce que si je crée un tableau de 4 éléments, le dernier élément se trouve à la position 3. Le dernier élément se trouve à la position 3. Ce qui veut dire que la position 4 n'existe pas dans ce tableau. C'est bon? Voilà. Maintenant, bon, concrètement, on va voir comment est-ce qu'on peut créer des tableaux. Il y a deux mots-clés qu'on peut utiliser. On peut utiliser le array ou bien on peut utiliser des crochets pour créer ce qu'on appelle des tableaux. Maintenant, voyons un peu les choses. Ici, on va commencer par créer un tableau comme ça, dans la table, et je vais mettre array. Donc, je peux créer un tableau comme ça. Le mot-clé array nous permet de construire tout simplement un tableau. C'est vrai qu'on peut créer un tableau vide, mais on peut créer aussi des tableaux avec des valeurs de base. Mais supposons qu'on met ça comme ça. Si on écrit ça comme ça, ça veut dire que je crée un tableau qui n'a pas encore de contenu. Maintenant, c'est à moi après d'ajouter des informations. C'est bon? Pour ajouter une information, par exemple, je mets la première information à la cellule 0. Par exemple, je mets 3. Comme ça, si je fais écho $tab de 0, on va voir ce qui se passe là. Intro tab. Si j'actualise, qu'est-ce qu'on voit? On voit la valeur 3. La valeur 3 là, c'est bien ce écho que j'ai mis. Pour afficher quelque chose en PHP pour l'instant, on a vu qu'on pouvait utiliser écho pour afficher l'information. C'est bon? On affiche écho avec écho. Si je mets par exemple 10,
ce qu'on verra ici, c'est bien 10. Mais je peux ajouter aussi une information dans la deuxième cellule en écrivant $table de 1 et je lui donne 7. Si j'affiche avec écho table de 0, qu'est-ce que je vais avoir comme information? Qu'est-ce qui sera affiché à l'écran? 10, on est d'accord. Regardez bien, si j'affiche, c'est 10. Maintenant, si je viens et que je fais écho 2, qu'est-ce que je verrai à l'écran? Regardez bien, si je viens et que je venais afficher, il va me dire undefined array key. Ça veut dire que la clé là n'existe pas. On n'a aucune information à cette position. Ou du moins, ça n'a pas encore été créé. C'est logique. Et donc ici, si je fais 1, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'afficher 7. Il n'y a que deux choses à savoir. Vous créez un tableau. Et une fois que vous créez un tableau, soit en passant par ce qu'on appelle le array, ou bien en faisant ce qu'on appelle le crochet. Une fois que vous avez créé le tableau, deuxième chose, c'est manipuler le tableau. Manipuler le tableau, c'est passer par le nom du tableau et le numéro de cellule. C'est juste les deux choses à savoir sur ces tableaux qu'on appelle les tableaux statiques là. Et donc, ainsi, j'ai maintenant deux informations. Si je vais afficher les deux informations, je vais faire écho $tab de 0, si je voulais même. Bon, je vais faire ça comme ça. $tab de 0. Et je peux faire ici un BR. Voilà. Et donc là, il va m'afficher les deux informations, comme vous pouvez le voir là. Il m'affiche et ce qui se trouve à la cellule 0. Et il m'affiche aussi ce qui se trouve à la cellule numérotée par le numéro 1. Et c'est ce qu'on appelle des tableaux. Mais nous aussi, on peut générer des valeurs. C'est-à-dire qu'au lieu de fixer comme ça, j'aurais pu faire rang de 0 à 10. Comme ça, les valeurs vont être un peu plus dynamiques. C'est comme si on faisait la saisie. Si je mets 7 et je mets 10 là, le 7 et le 10 ne changera pas. Donc si je fais comme ça, là, il génère 10 sur la première cellule, 4 sur la deuxième cellule. Si j'actualise, il génère 10 et 6. Si je génère, il génère 2 et 10. Mais ce qui est sûr, on n'a que deux éléments. Donc, les deux choses à comprendre, c'est ça. La création du tableau et la manipulation du tableau. Une fois qu'on a créé, manipuler, c'est passer par le nom et le numéro de cellule. Pour ajouter quelque chose, c'est toujours la manipulation. Et aussi, manipuler encore le tableau, c'est toujours passer par le nom du tableau et le numéro de cellule, que ce soit pour afficher ou bien pour saisir. Nom du tableau, crochet, numéro de cellule. Si on veut ajouter, on fait la même chose. Si on veut afficher, on fait la même chose. Bon, afficher le tableau, ce n'est pas de dire, suivez bien, ce n'est pas de dire juste comme ça, afficher écho table. Parce que c'est comme ça que vous avez l'habitude d'afficher les variables en PHP. On est bien d'accord, sauf que écho, si écho avec les tableaux, lui, il ne va pas accepter. C'est comme lorsque vous faites un printf. Un printf permet d'afficher une information de type élémentaire. Le écho aussi, c'est la même chose. Une information de type élémentaire, c'est par exemple un entier. C'est une information de type élémentaire. Une chaîne, des booléens, des caractères, ce sont des informations de type élémentaire. Mais un tableau, c'est un autre type d'information. On est bien d'accord? Donc, vous ne pouvez pas utiliser des fonctions qui permettent d'afficher des informations de type élémentaire, comme les échos, les prints là. Par contre, il y a aussi des fonctions qui permettent d'afficher un tableau. Mais ça ne serait pas forcément lisible. Ici, vous pouvez utiliser printr pour afficher un tableau sans passer par ce qu'on appelle les numéros de cellules. Je vais faire comme ça. Printr permet tout simplement d'afficher un tableau. Mais comment? Un peu plus bizarre. C'est-à-dire qu'il va afficher le array comme ça. Mais là, l'affichage, ce n'est pas exactement comme ça qu'on veut afficher. L'utilisateur qui utilise votre programme ne comprendra pas ces informations-là. Il n'est pas informaticien, c'est vous qui savez ce que c'est que array. Lui, il a juste besoin de voir 5 les contenus des cellules, les valeurs, et de voir 3.
Mais array, ça peut vous permettre de pouvoir savoir un petit peu d'autres informations sur un tableau. Le printr, du moins, permet d'avoir un peu plus d'informations sur le tableau. Mais ce n'est pas la fonction qu'on va utiliser pour afficher les tableaux. On va toujours utiliser echo pour afficher des informations. Ce qui veut dire qu'on va passer par le nom du tableau, entre crochets, le numéro de cellule. Mais juste là, pour vous montrer que ce sont des fonctions que vous pouvez utiliser. Il y a une autre fonction qu'on n'a pas encore vue, qui permet de faire après des débugages, qu'on appelle var_dump, que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle variable, n'importe quelle information. Son rôle, c'est de faire le débugage, c'est-à-dire qu'il va rentrer en profondeur des informations. Par exemple, si je fais comme ça, regardez bien, quand je dis rentrer en profondeur, il va non seulement dire que ici, on a un tableau, mais pour chaque chose qui se trouve dans la cellule, il précise même les types des informations. Donc, var_dump, en général, on utilise en PHP pour débugger. Débugger, c'est-à-dire chercher et comprendre les structures de nos informations pour voir un petit peu pourquoi on a souvent des soucis et apporter des corrections. Donc, var_dump, c'est une fonction qui va vous permettre de donner un peu plus d'informations sur votre variable. Mais si vous voulez afficher juste quelque chose, ce n'est pas var_dump, nous, on utilise echo. Parfait. Donc, revenons à ce que nous, on était en train de dire. Voilà. Maintenant, yes, la télé. Jusque-là, est-ce que ça va? Ici, c'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon. Ok. Parfait. Maintenant, si je vais créer un tableau de 10 cellules, je vais faire quoi? Normalement, si je dois faire comme ça, je vais faire comme ça. Hein? Je dois faire comme ça. 2, 3, 4, 5. On est bien d'accord? Et puis, je dois copier-coller jusqu'à 10 informations. Et ça va prendre un peu de temps. Mais comme on sait que les numéros là sont successifs, on a la possibilité de faire une boucle qui parcourt ces positions-là et remplit tranquillement notre tableau. Je donne un exemple. Ici, si je venais à faire for $i qui quitte 0, je veux juste 5 éléments. Je vais dire $ de 0 à combien ça fait 5? Ouais, bon, on va mettre strictement inférieur à 5. Et $i plus. On est bien d'accord? Si je fais ça, ça quitte de 0 jusqu'à combien? Ok, donc ça veut dire que normalement, on va avoir ces positions-là, 0, 1, 2, 3, 4. Du moins, i va prendre ces valeurs 0, 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok, donc, ce qui veut dire qu'au lieu d'écrire tout ça comme ça, si je veux un tableau de 5 éléments, je peux faire juste une boucle qui parcourt ce qu'on appelle les positions. Et regardez bien, je vais juste prendre cette ligne et mettre ici. Et à la place de 0, je dis $i. Donc, je fais $tab de i. Quand je dis $tab de i, ça veut dire quoi? Lorsque i sera à 0, il dira $tab de 0. Après, i passe à 1, il dit $tab de 1. $i passe à 4 jusqu'à, il dit $tab de 4. Et puis ensuite, quand i passe à 5, il sort de la boucle. Si je sors de la boucle, je peux afficher le tableau. Pour afficher le tableau, je peux aussi faire la même boucle qui parcourt le tableau. Et ensuite, j'affiche le tableau. Mais avant de faire ça, je vais juste faire d'abord un printr du tableau. Un printr du tableau pour voir les informations du tableau. Si je fais ça, regardez bien. Voici le tableau de 5 éléments. Lorsque vous voyez crochet, le numéro là, c'est le numéro de la cellule. Donc, à la cellule 0, ce qui imaginerait la valeur 8. À la cellule numérotée par numéro 1, on a 4. Cellule 2, on a 5. Cellule 3, on a 3. Cellule 4, on a 5. C'est bon? Donc, il a bien généré 5 éléments dans le tableau. Et j'ai dit quoi? Comme on a dit, manipuler un tableau revient à passer par le nom du tableau et le numéro de la cellule. Si on doit remplir un tableau de 5 éléments, on fait une boucle qui quitte de 0 jusqu'à strictement inférieur à 5. Si on demande d'afficher le tableau,
Afficher le tableau aussi, c'est afficher toutes les informations de chaque cellule. Ça veut dire qu'on doit parcourir à nouveau le tableau et afficher chaque information. En d'autres termes, ici, si je remplis le tableau, je peux faire exactement la même boucle. La même boucle qui vous permet de remplir le tableau, c'est la même boucle là qui va parcourir le tableau pour l'affichage. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours besoin des positions du tableau. Et là, je fais écho et je fais ici $tab de $i. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit BR pour avoir un retour à la ligne. Voilà. Et ici, j'enlève le printr. Cette fois-ci, si je génère un tableau de 5 éléments, voici les informations que j'ai. À la première cellule, j'ai 9, deuxième cellule, 3, quatrième cellule, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si je veux même, je peux afficher les positions. Hein. Je peux dire ici, je vais dire crochet de i. Si je fais ça, il faut savoir que ce qu'on met avec les échos, quand je mets comme ça $i, il va afficher la valeur de i. On est bien d'accord? Les crochets seront affichés tels que ce sont des crochets. Par contre, pour un tableau, on ne va pas le mettre le tableau comme ça dans les doubles côtes. C'est bon? Mais je peux concaténer une chaîne avec une variable en passant tout simplement par le point. C'est ce que vous avez l'habitude de faire comme en langage si vous mettez virgule là. Si je fais ça, on aura une autre manière d'afficher. Je vais faire 2 points ici. Voilà, cette fois-ci, on aura notre tableau comme ça, à la cellule 0. 0 là, c'est la position i. C'est le i que j'affiche ici. Dans la position 0, on m'a généré 2. À la position 1, on m'a généré 5. À la position 2 et à la position 4, on a généré 4. On a un tableau de 4 éléments. Maintenant, dites-moi, ici, une fois que j'affiche par exemple mon tableau, supposons que je vais afficher l'avant-dernier élément du tableau. Je vais dire écho quoi? Je vais juste afficher l'avant-dernier élément du tableau. Si je génère un tableau de 5 éléments, comme ça, et que je vais afficher l'avant-dernier élément, le dernier élément du tableau, je veux juste le dernier élément. Je vais dire quoi? Écho $tab, je veux le dernier élément. Un tableau de 5 éléments. Donc, je vais mettre 4. On est bien d'accord? Je vais mettre 4. Regardez très bien. Le dernier élément ici, c'est 4. Et ce qu'il affiche, c'est bien 4. J'actualise. Le dernier élément ici, dans la position 4, c'est 9. Et ce qu'il affiche, c'est bien 9. Si j'actualise, dans la cellule 4, il a généré 1. Et ce qu'il affiche, c'est bien 1. C'est bon? Maintenant, si je vais afficher le deuxième élément du tableau, donc je vais mettre 1. On est bien d'accord? Pour accéder à une information bien spécifique, vous allez faire comme ça. Et regardez ici, la cellule 1, on a 0. J'actualise. À la cellule numérotée par numéro 1, on a bien 4. Et donc, c'est ce qu'il affiche. C'est bon? Donc, vous pouvez manipuler le tableau comme ça. Il n'y a pas une autre chose à comprendre sur les tableaux. Vous pouvez faire tout avec les tableaux. Ce qui est bien, c'est quoi? Vous voyez que là, je sors de la boucle dans laquelle je remplis le tableau. Je fais une autre boucle. Je reparcours le tableau et je retrouve toutes mes informations. C'est-à-dire les informations ne sont pas perdues. Pour les tableaux, c'est comme ça que ça va se passer. Vous pouvez faire une boucle, vous remplissez d'abord le tableau. Après, vous pouvez quitter la boucle tranquillement en sachant que les informations ne sont pas perdues. Vous faites une nouvelle boucle, vous reparcourez le tableau et vous allez accéder à toutes les informations. Chaque information est bien gardée dans sa cellule. Maintenant, si vous avez bien compris, je veux un petit programme qui permet de générer 5 éléments dans un tableau, de faire la somme de l'ensemble des éléments du tableau et d'afficher la somme. Donc, on génère, on fait ensemble, pas vous, mais genre, vous me dites ici, le programme, je vais le faire ici. Donc, je génère un tableau de 5 éléments et je fais la somme du tableau. Somme du tableau, c'est-à-dire faire la somme de toutes les informations qui se trouvent dans le tableau et afficher l'ensemble des données qui se trouvent dans le tableau. Comment ça va se passer? Donc, première des choses, je vais créer d'abord le tableau et ensuite je remplis le tableau de 5 éléments.
Le remplissage ne change pas. Si on veut 5 éléments, on quitte de 0 jusqu'à strictement inférieur à 5. Si je dois remplir un tableau de 10 éléments, je quitte de 0 jusqu'à strictement inférieur à 10, ou bien de 0 jusqu'à 9. Je remplis le tableau. Et une fois que je remplis le tableau, pour être sûr ici, comme ce n'est pas nous qui saisissons, on va d'abord afficher le tableau. Comme ça, en fonction des choses qui se trouvent dans le tableau, on pourra voir est-ce que la somme, c'est vraiment ce que nous, on a fait. Bon, on a affiché. Comment est-ce qu'on fait pour calculer la somme de toutes les informations? On va initialiser une variable somme à 0. Et on va dire quoi? On va dire $somme est égal, ou bien plus, ou bien, voilà, somme plus $i. C'est ça? $i, c'est quoi? $i représente quoi? Les valeurs? Attention, $i représente les numéros des cellules. $i. $i, c'est le numéro de chaque cellule. Lorsque i est égal à 0, le numéro de la première position. C'est différent du contenu qui se trouve à cet endroit. On est bien d'accord? I représente la position, c'est-à-dire le numéro de la cellule. Les choses du tableau se trouvent dans le tableau. Les contenus, les informations du tableau se trouvent dans la variable tableau. Donc, si vous ne voyez pas le tableau, ça veut dire que ce que vous êtes en train de manipuler, ce n'est pas le tableau. Quand je mets juste i comme ça, i, il est complètement différent du tableau. C'est le numéro. C'est bon? Parfait. Donc, ce n'est pas de dire i, parce que si je mets i, c'est la position. Nous, on veut faire la somme des éléments du tableau. Donc, déjà, il nous faut le tableau, c'est-à-dire tab. Mais sauf que, un tableau, on ne peut pas manipuler le tableau comme ça. Manipuler le tableau, comme je l'ai dit, c'est d'accéder à chaque cellule. C'est-à-dire le nom du tableau, crochet, la position. C'est bon? Donc, je vais mettre crochet et je vais dire quoi? Voilà. Il fait la somme. Maintenant, je vais vérifier. Écho à la fin. Somme égale $somme. On va vérifier. Juste un petit test. Voici les valeurs qu'il nous a générées. Il génère 3, 10, qui fait 13, 19, 23 et 32. Donc, il a bien fait la somme des valeurs qui sont là. On a bien 32. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ici, c'est bon. Ici, c'est bon? Mais non, ok. On avance encore un peu. Supposons que nous, on veut compter tous les nombres impairs du tableau. On génère un tableau et on veut compter tous les nombres impairs du tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut compter, qu'est-ce qu'on a besoin d'abord? D'un compteur. Oui, c'est ça. Et après, il y a une condition. Bon, on a besoin d'un compteur. CPT, par exemple, à 0. Et on veut les nombres impairs. C'est bon? Il faut savoir que pour trouver les nombres du tableau, il faut déjà se trouver dans le tableau. Et lorsqu'on est dans la boucle là, on est en train de parcourir le tableau. Et les éléments se trouvent où? Dans une cellule du tableau. Donc, si on posait une condition ici, il faut d'abord accéder au tableau pour avoir un élément dans le tableau et évaluer si l'élément est impair. C'est bon? Donc, je vais dire tab de, toujours de i. Si vous mettez juste tab, c'est un ensemble d'informations. Dans un ensemble d'informations, on ne veut pas dire que c'est impair. C'est un élément dans le tableau qu'on doit vérifier si c'est pair ou bien c'est impair. On est bien d'accord? Donc, on accède toujours en passant par le nom du tableau, crochet, numéro de cellule. Et ensuite, on va dire quoi? L'élément à la position i du tableau, comment savoir si c'est impair? Voilà. Modulo 2, différent de 0, alors $CPT plus. Voilà. Donc, on peut faire ça comme ça. If tab de i qui est un nombre à la position ou bien une valeur à la position i du tableau. Si c'est
pas divisible par 2, ça veut dire que c'est impair. Alors, on compte. Ici, je vais dire et le nombre des impairs, $CPT. Voyons voir, il va nous générer un tableau. Il nous génère un tableau de 5 éléments. On a 9, on a 8, on a 4, on a 6, on a 6. La somme donne 33. On a combien de nombres impairs? On a combien de nombres impairs? Voilà, c'est bien le 9. 9, c'est un nombre impair. Et c'est ce qu'on appelle les tableaux. C'est bon jusque-là? Ok, maintenant j'avais dit qu'on peut créer un tableau en faisant ça. Mais on aurait pu aussi créer un tableau en faisant juste ça. Crochet. On peut créer un tableau en utilisant array. Mais on peut créer aussi un tableau avec les crochets. Si je fais ça et que j'actualise, le résultat ne change pas. On est bien d'accord, on a toujours un tableau. Donc, que j'écris ici le nom de la variable et que je mets array, ou que j'écris le nom de la variable et que je mets crochet, c'est toujours des tableaux que je crée comme ça. Et une fois que je crée le tableau, je peux manipuler le tableau, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui n'est possible que lors du remplissage du tableau, mais en C. Et du moins en PHP, pas en C. C'est bien ce que je viens de vous montrer, tout ça là. Le remplissage et l'affichage, c'est la même chose que vous allez voir en C. Maintenant, je dis que je vais vous montrer quelque chose que c'est seulement en PHP que vous allez voir. Mais juste au niveau du remplissage, la boucle que je vous prends là. J'ai dit tout à l'heure que pour manipuler le tableau, on passe par le nom du tableau et le numéro de cellule. Oui, je suis d'accord, et c'est ça même. Mais ici, on a une possibilité en PHP de dire comme ça. Lorsqu'on veut remplir un tableau, de ne pas préciser la position des éléments. Je mets juste le tableau crochet et automatiquement, il placera l'information là où il faut. Et dis bien en PHP, pas en C. En PHP, ici par exemple, je crée un tableau et après, pour le remplir, je peux parcourir. Et normalement, on attendait à ce que ici, on puisse ajouter à la 0, à la 1, à la 2, à la 3, ainsi de suite, au quatrième élément qui se trouve, non, au cinquième élément qui se trouve à la position 4. Mais ici, sans préciser les numéros de cellules, il saura. Pour la première information, lui, il va ajouter en créant ce qu'on appelle le numéro 0, la cellule 0. Lui, automatiquement, il fera ça. Et je dis que c'est en PHP. Et regardez bien, si je viens, j'actualise, on aura quand même notre tableau. Uniquement lors du remplissage. Mais il ne faut pas le faire ici lors de l'affichage ou bien lorsque vous voulez faire des traitements, ainsi de suite, sur le tableau ensuite. Vous êtes obligé de préciser les numéros de cellules. Parce que vous devez accéder à une information précise. Ici, vous n'êtes pas forcément obligé, lorsque vous voulez ajouter des éléments dans le tableau, en précisant les numéros. Mais ce que je vous conseillerais, c'est de les préciser. Comme ça, vous serez uniforme dans votre tête, que ce soit en PHP et dans les autres langages de programmation. Vous saurez qu'on passe par le nom du tableau et le numéro de cellule. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, parfait. Maintenant, je vais créer un autre fichier et on va faire un petit exercice exo ou bien cas pratique table.php. Bon, nous voici ici dans un fichier et on nous demande d'écrire un programme qui permet de remplir un tableau de 10 nombres pairs. C'est bien. C'est comme si on vous demandait de saisir 10 nombres pairs. Donc je dis, on nous demande de remplir un tableau de 10 nombres pairs. En d'autres termes, on va remplir le tableau avec des nombres. Mais les nombres qu'on doit remplir ne doivent pas être impairs. Ça doit forcément être pair. C'est comme lorsqu'on vous demande de saisir 10 nombres pairs. Donc lorsque vous saisissez un nombre impair, on te redemande de saisir encore à nouveau, jusqu'à ce que tu saisis 10 nombres pairs. Donc, ici, on va donner une plage de valeur, par exemple, entre 10, entre 1 et 20.
on va mettre entre 1 et 20 les valeurs que lui, il va générer. Parce qu'on génère pour l'instant, on ne saisit pas. Donc, on lui dit de générer une valeur entre 1 et 20. Mais que les informations qui doivent être sauvegardées dans le tableau doivent être paires. Et on a besoin de 10 cellules. Jusque-là, c'est bon. Ok, première des choses, c'est d'abord de rendre le tableau disponible en créant cette variable comme ça, crochet, ou bien en écrivant array. Vous voyez ce qui vous semble beaucoup plus bien, vous écrivez. Bon, array, ça semble quand même un peu plus élégant. Donc, on peut mettre array comme ça. Ok, maintenant, on va faire une boucle. Si on veut 10 éléments, on doit parcourir les 10 positions. Et donc, je vais dire for, et je dis quoi? Voilà, ce n'est pas toujours i. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, quelle que soit la variable, mais c'est la position. Et ça commence par 0. Et on va dire, voilà, inférieur. Donc, on peut dire inférieur ou est égal à 9. On veut 10 éléments. Donc, on va aller jusqu'à 9 ou bien strictement inférieur à 10, si tu veux. Voilà, et puis on dit $i plus plus. C'est bon? Donc, de 0 jusqu'à 9, ça fait 10 informations. Maintenant, on doit mettre des informations dans les cellules. Les informations qu'on va mettre dans les cellules vont être comprises entre 1 et 20. Mais ça doit être des nombres pairs qu'on doit mettre dans le tableau. Ici, par exemple, si je dis $tab de i, attention, si je dis $tab de i est égal rang de 1 à 20, il va me générer un tableau de 10 éléments. On est bien d'accord? Regardez bien. Je vais d'abord afficher. Ce qui est bien, c'est que en programmation, vous pouvez faire un petit peu de copier-coller, mais pas en devoir. Donc, je copie, je colle ici. Une fois que j'ai le tableau, c'est la même boucle là qui permet de parcourir le tableau à nouveau. Et je fais $tab, $i. Je fais juste BR. Je vais juste vous montrer quelque chose. Pour vous montrer que là, il va générer des valeurs, mais ce n'est pas forcément des valeurs que nous, on voulait. Là, on n'est pas dans le bon fichier. D'accord. Ici, voici les 10 valeurs. Les 10 valeurs sont là. Mais est-ce que les 10 valeurs sont paires? Les 10 valeurs ne sont pas du tout paires. Voilà. Mais non. Comment faire en sorte que toutes les informations du tableau soient paires? C'est ça, en fait, la question. Ce qui a été demandé. Faire en sorte qu'on ne génère pas n'importe quoi. Les choses qu'on va générer se trouvent entre 1 et 20, mais ça doit impérativement être que des nombres pairs. Ok, maintenant revenons ici. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir forcer à ce que chaque information de chaque cellule soit paire? On va utiliser un do while. Donc, je vais faire commenter ici ça. Je vais dire quoi? Do while. Et donc, c'est possible d'utiliser des boucles à l'intérieur des autres boucles. Donc, ça veut dire que l'ajout à la position i doit se faire ici, dans le do while. On est bien d'accord? Et mais c'est quoi la condition? Je vais dire faire la saisie, faire la génération de la valeur, tant que j'ai pas entendu, $tab de i pourcentage de égale à 0. Donc, je dis, tant que l'information qu'on vient de générer à la position i, tant que c'est pair, alors, ressaisis encore ou bien régénère. On est bien d'accord? Tant que c'est pair, ou bien fait la régénération tant que c'est pair. Donc, lorsqu'on sort, ça veut dire qu'on aura quelle information? On aura impair.
Si je viens ici, j'actualise, tous les nombres que tu vois, c'est des nombres impairs. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Ici, il faut faire la différence entre répéter jusqu'à et faire tant que. C'est l'exact contraire de ce qui devait se trouver dans le jusqu'à. Nous, on veut des nombres qui sont pairs. C'est bon? Donc, on va dire que tant que le nombre généré est impair, régénère. Fait la régénération tant que le nombre généré est impair. C'est bon? Voilà, donc ici, je vais mettre différent. C'est le contraire de la condition qui devait se trouver dans le jusqu'à. Ce qui fait que si je fais ça, il va me générer bien les 10 valeurs. Et les 10 valeurs sont toutes des nombres pairs dans ce tableau-là. On a bien les 10 nombres pairs. Et on pouvait vous dire de générer exactement 10 nombres premiers. On vous met en place un programme en langage C. On vous dit écrire un programme en langage C qui permet de saisir 15 nombres parfaits et de faire certains traitements ainsi de suite. Donc, comment? Lorsque vous faites une boucle qui fait 15 itérations, chaque information, vous faites en sorte que ça soit parfait d'abord, en contrôlant la saisie. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir générer, forcer la génération de 10 valeurs paires. Bon, ok, moi je veux un programme qui permet de générer 10 nombres premiers dans le tableau. 10 nombres premiers dans le tableau. Et je vous écoute. On suppose. On veut pour chaque cellule 10 nombres premiers. On veut dans chaque cellule 10 nombres premiers. Ça, c'est déjà bon. Je vais copier, je vais coller dans un autre fichier. Je ne vais pas supprimer le contenu de celui-là. Je vais mettre cas de pratique table. Après, je pourrais vous donner ces fichiers-là. CTRL Z. Ce qui est demandé, ce n'est rien d'autre que de générer 10 nombres premiers et d'afficher 10 nombres premiers dans le tableau. Comment ça se passe, selon vous? Comment on peut générer 10 nombres premiers? Ou ici, je fais $tab égale crochet $i égale rang de, on va toujours mettre de 1 jusqu'à 20. Comme ça, on pourra avoir plusieurs valeurs. Voilà. On fait if. Je dis premier. J'ai dit premier. Hein? J'ai dit premier, nombre premier. Vous savez ce que c'est qu'un nombre premier? Comment savoir si un nombre est premier? Et donc, qu'est-ce que tu voulais poser comme condition? Attention. Il commence à 0. Donc, par exemple, si tu génères le premier élément et que tu veux diviser par i, tu essaies de diviser même par 0. Donc, ça veut dire que tu n'es pas forcément au bon endroit. Dédé. En fait, tu n'as pas encore compris ce que je veux. I, c'est la position de l'élément dans le tableau. La position de la valeur dans le tableau. I parcourt les numéros des cellules. Donc, ce n'est pas I qui doit être un diviseur. Non, non, non. I, c'est un numéro de cellule. Exactement, c'est possible de faire des boucles dans des boucles. C'est bon? Donc, on peut faire des boucles dans des boucles. C'est bon? Donc, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout à l'heure, lorsqu'on voulait générer forcément des nombres pairs, on faisait la génération dans une boucle do while. Ce qui veut dire que même si on veut des nombres premiers, il faut aussi le faire toujours dans une boucle do while. Do while fait en sorte que ça oblige la personne
ou à saisir ce qu'on veut. Nous, comme ici, ça va obliger la génération de ce que nous, on attend. Ça veut dire que je vais prendre ça et mettre dans do while. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire après? Donc, je mets ici while. Maintenant, vous allez me dire, step by step, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce do while là me donne un nombre premier? Oui. Oui. Mais concrètement, comment? Je mets $CPT à quel niveau? Dans le while ici, je mets $CPT. Tant que CPT, je fais la régénération. Tant que CPT différent de 2. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il nous faut forcément un compteur qui vaut 2. Donc, tant que compteur est différent de 2, c'est-à-dire que si le compteur des diviseurs n'est pas 2, ça veut dire que ce n'est pas un nombre premier. On est bien d'accord? Ok. Maintenant, on va voir maintenant le CPT là. Comment on fait pour pouvoir faire en sorte que ça atteigne 2? Déjà, lorsque on génère le nombre il est là. Lorsqu'on génère un nombre dans table de i, c'est comme si on vient de saisir un nombre. Dans table de i, c'est un nombre. On est d'accord? Maintenant, le nombre là, tu dois vérifier si c'est premier. On ne parle pas d'abord de conditions. Vérifier si un nombre est premier, il y a d'abord des choses. Oui. On fait une boucle qui fait quoi? Oui, mais la boucle fait quoi? Parcourt quoi? Les diviseurs. On est bien d'accord? Il faut parcourir les diviseurs du nombre d'abord. On est bien d'accord? On fait une boucle qui va parcourir le nombre. Nous, on vient de saisir un nombre ou du moins générer un nombre. Afin de savoir si c'est un nombre premier, il nous faut parcourir, chercher les diviseurs. Pas seulement en posant directement les conditions. Donc, on va faire par exemple une boucle. Quand vous êtes dans une boucle et que vous ouvrez une autre boucle, il ne faut pas forcément utiliser les mêmes indices de parcours. C'est très important. Donc ici, je ne vais pas utiliser I, mais je peux utiliser J. Et très important, lorsqu'on parcourt les diviseurs, on commence par 1. Il ne faut pas commencer par 0. Raison pour laquelle je dis qu'on ne pouvait pas utiliser I comme diviseur. C'est bon? Donc J commence par 1 et on va dire $J inférieur ou est égal à quoi? Le nombre généré, c'est quoi? Table de I. On est bien d'accord? Donc chaque table de I est un nombre. Table de I et ensuite on fait $J plus plus. Jusque là c'est bon. Ici on va chercher les diviseurs. Donc qu'est-ce qu'on va dire là? If $table de I qui est le nombre, si c'est divisible par $J, alors CPT plus plus. C'est ça? Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Non, on ne veut pas afficher. L'affichage, c'est ici le tableau là. Une fois qu'on remplit le tableau, on sort, après on affiche les tableaux. Est-ce que c'est bon? Le problème, c'est que, supposons qu'il génère un premier nombre. On doit avancer. Afficher. Avancer. Avancer où? On n'a même pas besoin. Déjà, vous avez parlé de CPT. Mais le CPT, on n'a pas parlé d'abord de la valeur initiale de CPT. Avant la boucle for, non. Si vous initialisez avant la boucle for, le problème c'est qu'il peut prendre après un ensemble de diviseurs d'un nombre ajouté sur le prochain nombre. Pour chaque nombre, il faut d'abord initialiser le CPT. Et ensuite parcourir les diviseurs, les compter normalement. Et une fois qu'on compte, par exemple, si on avait 2 diviseurs, si on vient, on prend un autre nombre, il faut d'abord ramener le CPT qui était à 2 à 0. Et on compte les diviseurs de ce nouveau nombre-là. On est bien d'accord? Donc, tu ne peux pas mettre le CPT à 0
avant la boucle for. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On a plusieurs nombres qui doivent être premiers. Donc, si tu initialises le CPT, par exemple, en haut de for, tu l'initialises juste pour le premier nombre. Une fois qu'on a compté les diviseurs du premier nombre, par exemple, ça vaut 2. Après, on va générer un deuxième nombre. Ça serait le même principe. On doit encore compter les diviseurs du deuxième nombre. Mais dans le compteur, on avait déjà 2. Si on trouve des diviseurs encore du second nombre, là, CPT++, ça va faire 3, ça va tout simplement avancer. Est-ce que tu comprends? Donc, pour chaque nombre, il faudrait qu'on soit en mesure d'abord de ramener le compteur à 0, ensuite parcourir les diviseurs du nombre. Et lorsqu'on finit, on vient encore, on reprend un nombre, on ramène le compteur à 0, on parcourt, ainsi de suite. Mais non, comment et où est-ce qu'on va faire maintenant? Dans le do while, on va dire quoi? Ici, avant le do while, je mets $CPT est égal à 0. Comme ça, c'est tout. Le problème, c'est que le do while, quand on rentre dans le do while ici, par exemple, on génère un nombre. On génère 1. Il va parcourir, chercher les diviseurs de 1. Le compteur vaudra 1. On est bien d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Le compteur n'est pas 2. Il ne revient pas pour amener le compteur à 0. Non. Il reste dans le do while. Il va générer un autre nombre. Par exemple, il génère 2. Le compteur est toujours à 1. Le 1 là représente le nombre de diviseurs de 1 qu'on avait généré. Et lui, il vient de générer un nouveau nombre. Jusqu'à ce qu'il génère un nombre pair. Du moins, un nombre premier. Et comme le compteur était à 1 et que ce n'est pas revenu à 0, s'il régénère un nouveau nombre, qu'est-ce qui se passe? On va compter et ses diviseurs plus le 1 qu'on avait là. Donc, on est obligé de mettre ici CPT à 0. Bon, bref, je ne vais pas vous fatiguer aujourd'hui. Alors, on actualise. Oui. Comment? Attendez. On a mis avant la boucle do while CPT tant que CPT, on a dit J quitte 1, J inférieur à table de I, table de I modulo J est égal à 0, CPT++. Voilà. Bon. On voulait quoi? Les nombres premiers. Non, on n'est pas sur le même fichier. Le bon fichier, je voulais dire. Cas pratique 2, il est là. Voilà. Donc ici, on a bien combien? 10 nombres. On a 7, 13, 7, 2, on a 11, on a 17, on a 17, on a 19, on a 7, on a 11. Je vais actualiser. On a 19, 3, 7, 11, 17, 2, 7, 5, 11, 19. On a pu générer que des nombres premiers. Donc, après, je vais vous donner des exercices qui vont vous permettre de vraiment avoir la main sur les boucles. Mais c'est comme ça, en fait, que vous devez comprendre le fonctionnement de chaque boucle. Après, je vais vous donner une série d'exercices sur les tableaux. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez, pardon, je